Ah, comment je suis venu au parfum? Je ne suis pas si je suis venu au parfum, c'est le parfum qui est venu vers moi. Je pense que c'était dans les deux sens. Euh, Au Maroc, le parfum nous accompagne toute notre vie, depuis la naissance. Le bébé est accueilli par des encens, par des parfums. Jusqu'à la fin, le défunt est aussi accompagné à sa dernière demeure avec des aromates. Donc, dans ma vie d'enfant, j'ai vu la place des parfums dans la culture marocaine. Et certaines familles préparaient leur propre parfum eux-mêmes et ils distillaient des fleurs d'oranger, parfois la rose, préparaient des plantes pour faire le nécessaire pour le hammam, pour soigner les cheveux, la peau. Donc j'ai vécu dans cette ambiance. J'ai suivi une formation de botanique à l'université et notre professeur, je me souviens très bien, qui nous a appris à reconnaître les plantes par leurs fleurs, par le type de feuilles, mais aussi par leur parfum. Et il nous a dit, je me souviens très bien, c'est un conseil qui m'a beaucoup marqué, que la feuille peut changer de couleur, la fleur peut être absente, parce que la saison n'est pas celle où il y a la floraison, mais une plante a toujours un parfum, quelle qu'elle soit, et vous pouvez à tout moment de l'année la reconnaître grâce à son parfum. Et j'ai trouvé que le parfum est un marqueur déjà personnel chez les plantes, comme il en est chez les animaux, chez les hommes. Donc ma formation de botaniste et de formation aussi de chimie, parce qu'à l'époque on faisait de la chimie, beaucoup de chimie. Donc tout ça m'a aidé à comprendre ce que je voyais faire ma mère. À la faculté, j'ai compris que c'est quelque chose qui n'était pas seulement une tradition domestique, mais que ça occupait aussi le champ scientifique et après le champ industriel. Mais je me suis beaucoup plus intéressé aux plantes, plutôt dans le domaine de l'agriculture et le jardin. Et quand j'ai restauré les jardins majorels, à la fin du parcours, ça a duré 10 ans, Yves Saint Laurent m'a demandé de créer un parfum pour la boutique qui était dans le jardin, une boutique de souvenirs. Moi, je croyais qu'il rigolait, que moi je n'étais que jardinier, c'est lui le parfumeur. Et comme dans la vie, on a beaucoup parlé tous les deux des plantes, des vertus des plantes, etc. On a beaucoup échangé autour de ça. Yves Saint Laurent ne parlait pas beaucoup, mais il avait un regard qui parlait, des yeux qui parlaient. J'ai compris que vas-y, du jardin au parfum, il n'y a qu'un pas qui reste à franchir. Et je me suis lancé dans l'aventure. Et j'ai fait la première eau de toilette pour le jardin à l'époque. Quand j'avais fini le travail, vous savez, quand on prépare un parfum, on fait beaucoup d'échantillons, beaucoup d'essais. Il y en avait une trentaine. Il a choisi un seul. Et les autres, j'étais en train de les ranger pour les mettre à la poubelle, puisqu'ils ne servaient pas. Et il m'a dit, attendez, dans ce que vous êtes en train de négliger, il y a du potentiel. J'ai continué à travailler, et à partir de ce qui était des choses destinées à être jetées, j'ai pu retravailler ma copie, et à partir de ça, j'ai créé mon premier parfum, Soir de Marrakech. Voilà. Donc, je ne sais pas si je suis allé au parfum ou c'est le parfum qui est venu vers moi. Je pense qu'il y avait les deux mouvements. Et puis, ce qui est beau dans la vie, c'est qu'on fait des rencontres. J'ai eu la chance déjà de naître dans une famille où les aromates avaient une place importante. Et de mère en fille, la tradition se transmettait dans ma famille. J'avais la chance d'avoir de très bons professeurs de botanique qui m'ont montré les vertus visibles des plantes et les vertus invisibles, parce que le parfum, il est invisible. Et le parfum, ce n'est pas seulement pour se parfumer, c'est aussi un médicament. Ça a toujours été un médicament avant de devenir un produit de luxe, ou de maquillage, ou un produit cosmétique. C'était d'abord un médical. Et j'ai eu la chance d'avoir rencontré, travaillé
chose rare avec Yves Saint Laurent qui m'a mis les pieds à l'étrier, et d'autres techniciens de la parfumerie qui m'ont ensuite montré Tout ça, c'est des rencontres, et sans elles, je ne serais jamais devenu parfumeur. Donc je n'ai pas cherché à devenir parfumeur. C'est un parcours qui a fait que... Mais je n'ai jamais eu cette ambition. Vous savez, le parfum, moi je le conçois pas comme une industrie, ni comme un business. C'est un art. C'est un art, et qui dit art, dit création. Donc, toute création artistique, l'artiste est libre de créer, sauf que lorsqu'on fait des parfums, on ne fait pas des parfums rien que pour son propre plaisir, on les fait pour les faire sentir aux autres. Et donc, à partir du moment que l'autre est en jeu, ben, il y a des règles à respecter. Des règles sanitaires, des règles, comment dirais-je, des règles éthiques, tout simplement. Il faut respecter, c'est une déontologie, il faut faire un produit qui respecte la santé de l'autre, qui respecte aussi la vie de l'autre. Donc on choisit les senteurs agréables et on préfère d'abord, en tout cas pour moi, parfumeur marocain, je préfère d'abord prendre dans le registre olfactif national, c'est-à-dire me servir de ce que produit la nature au Maroc ou de ce que produisent les agriculteurs. Dans un deuxième temps, quand je ne trouve pas tout ce que je veux, j'essaie de compléter par des choses auxquelles les Marocains sont sensibles, c'est-à-dire le répertoire oriental, la parfumerie orientale. Mais comme je m'adresse à un public assez divers et international, j'essaie aussi de trouver dans les fragrances et dans la parfumerie internationale aussi des éléments qui peuvent colorer mon parfum, qui peuvent lui donner une possibilité d'être accepté par un maximum possible, c'est-à-dire quelqu'un en Russie, aux États-Unis, au Canada, en France, au Maroc, en Tunisie, etc., peut trouver son équilibre. Donc il y a ce respect aussi du public. Donc la création, quand je crée un parfum, tous ces éléments sont... Je suis libre au début parce que j'ai envie de faire un parfum sur un thème donné. Par exemple, j'ai envie de célébrer le printemps. Voilà. Sauf que le printemps au Maroc, avec ses odeurs, n'est pas le même que celui de la Sibérie. Et donc j'essaye de faire un parfum qui puisse réunir tout le monde. Et ça, c'est un travail que le parfumeur fait d'abord dans sa tête. Ensuite, concrétise avec des fragrances et fait plusieurs essais pour aboutir à un résultat. Une fois qu'il est satisfait du résultat, il faut le tester sur quelques centaines de personnes pour avoir leur avis, pour faire les réajustements, les corrections possibles avant de le présenter au public en espérant qu'il plairait à un maximum de personnes. Oui, absolument. J'ai commencé par ça. Et c'est ce qui m'a beaucoup attiré quand j'étais petit. Quand j'étais jeune, je me baladais dans les souks, je me baladais dans un marché qu'on appelle Attarin, ici à Marrakech. Donc Attarin, ça veut dire le marché des parfumeurs, où il n'y avait que des parfumeurs qui vendaient des parfums solides sous forme d'encens, qui vendaient des parfums liquides sous forme d'eau florale. Et mon enfance, je l'ai passé dans les jardins, donc j'ai appris le déroulement des saisons avec les parfums, parce que chaque saison a ses parfums. Donc déjà, la nature marocaine nous a entourés de biens olfactifs. Mais dans nos familles, il y avait des traditions où les parfums traditionnels étaient présents dans les occasions, dans les fêtes, mais étaient présents tous les jours. Je me rappelle, quand vous recevez quelqu'un, il y avait toujours un peu de fleur d'oranger pour se rincer les mains. Quand on aspergeait les gens par de la fleur d'oranger, on mettait la fleur d'oranger dans les gâteaux, dans la cuisine, etc. Donc
Et les parfums existaient, et pas seulement en ville, parce que beaucoup de gens croient que le parfum c'est réservé à la civilisation citadine. Pas du tout. Au Maroc, à la campagne, les femmes savaient se parfumer parce qu'ils avaient sur place, tout simplement. Vous savez que dans beaucoup de tribus, les femmes portent les fibules. Alors quand vous regardez des fibules, il y a des fibules simples, puis il y a des fibules accompagnées par un petit godet. Ce godet porte le nom dans les villes de Ma'ibra. La Ma'ibra, ça veut dire qu'on mettait un peu de anbar à l'intérieur. Parce qu'au Maroc, le anbar existe à l'état naturel. On le ramasse, encore aujourd'hui au Maroc, dans le sud marocain, sur les plages. Nous avons un anbar, nous avons la possibilité de pouvoir le rencontrer sur le plage. La plupart des gens l'utilisent pour le thé. Ils le mettent dans la théière pour parfumer le thé, parce qu'il a des vertus médicinales. Mais on pouvait les mettre dans ces anébrat. Et quand il n'y avait pas l'ombre, on mettait des clous de girofle, on mettait des boutons de rose, on mettait... Et les femmes, quand ils travaillaient dans la chaleur, allaient chercher le bois, faire le ménage, faire la lessive, etc., ils bougeaient, ils faisaient circuler de l'air à l'intérieur de ces maïbrats, des godets, qui sont ajourés. Il y a des trous, l'air circule, et ils ont une poitrine qui est toujours odorante. Voilà. Et c'était une façon je ne sais pas si vous avez vu dans le musée, il y a une photo, on voit une femme avec un bras, et j'explique un petit peu la façon, c'était des parfums solides qu'ils portaient sur elle et qui pouvaient changer à l'envie. Voilà. Donc le parfum existait à différentes périodes de notre vie, à différents âges. Il y avait des traditions et des pratiques dans les villes et des traditions et des pratiques également en milieu rural. Donc on ne peut appeler ça qu'un savoir-faire ou bien un patrimoine olfactif, comme nous avons un patrimoine culinaire, tout simplement. Moi, je n'ai jamais compris une chose, puisque vous évoquez le sujet, que la rose marocaine existe dans tous les grands parfums des grandes marques dans le monde. Et ce n'est pas mentionné. Personne ne dit que c'est la rose marocaine, par exemple. On met rose, ou parfois on met juste la molécule qui existe dans la rose, l'inanol. Pourtant, sans les agriculteurs et les paysans de Qalat Mougona, ces parfums n'auraient jamais existé. Il y a d'autres roses françaises, de Bulgarie, de Turquie, etc. Mais la rose marocaine est très recherchée pour ses caractéristiques olfactives assez particulières. Donc nous avons un patrimoine, comme nous avons le safran. Le safran marocain est très différent du safran espagnol ou iranien, mais je ne pense pas que ni le ministère de l'Agriculture ni le ministère de la Culture aient pensé jusqu'à maintenant à sauter sur l'occasion et inscrire ces odeurs comme patrimoine national déjà, pour commencer, espérant un jour qu'il devienne un patrimoine international. Il l'est réellement, puisque sans la rose marocaine, je ne citerai pas de nom, mais certains parfums ne peuvent plus exister sans cette matière première qui part du Maroc. Une question difficile. Maintenant, le musée existe. Je peux juste vous dire comment il a existé. Je n'avais pas de projet. Un jour, je ne me suis jamais réveillé un matin en disant « je vais ouvrir un musée de parfums ». Moi, je suis quelqu'un qui est très attaché au patrimoine marocain sous toutes ses formes. Surtout les formes qui sont négligées par les instances officielles. Par exemple, il y a quelques années, j'ai ouvert un musée de l'art de vivre. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie. J'ai vu qu'il y a dans chaque pays un art de vivre et qu'au Maroc, il y a aussi un art de vivre qui est divers et exceptionnel. Et à l'époque, je me suis arrangé pour avoir une collection d'objets d'art. Je n'ai pas fait beaucoup d'efforts. Je me suis servi, je suis allé voir les familles, j'ai commencé par la mienne
Et j'ai trouvé des objets, des vieux caftans, des vieilles ceintures, des boucles en argent, en or, etc. Des boucles de ceinture. Aussi bien, je parle de ça il y a 20 ans, aussi bien l'art rural, l'art citadin et l'art judaïque, puisqu'il y avait une tradition judaïque au Maroc et on trouvait des photos et j'ai réussi à trouver les objets. Et j'ai ouvert un musée de l'art de vivre à Marrakech. Il y avait 6 salles et une de ces salles était consacrée au parfum, à la tradition du parfum et des soins du corps, c'est-à-dire le hammam, le travail pour les cheveux, etc., pour soigner les cheveux, les entretenir. Donc les visiteurs ont commencé à venir. Je me suis mis un jour à cette table, pas une fois, mais plusieurs fois, et j'ai remarqué que c'est dans cette salle que le public restait plus longtemps. Et j'ai remarqué aussi que c'est quand les gens sortent de cette salle, ils posent des questions. Qu'est-ce que c'est que le rassoul? Qu'est-ce que c'est que les henné? Où est-ce qu'on cultive la fleur d'oranger? Comment on distille la rose, etc. Et chemin faisant, j'ai compris qu'il y avait une demande de connaître le patrimoine olfactif du Maroc. Parce que les autres choses que je présentais dans le musée, les broderies, les caftans, ça existe dans d'autres musées. Il y a des livres qui ont été consacrés, mais jamais rien sur le patrimoine olfactif du Maroc. Et je me suis dit, là, il y a une niche, il faut occuper le terrain. J'ai un avantage, j'ai la connaissance, un peu de connaissance du milieu, j'ai des instruments que j'ai collectionnés dans ma vie, et je vais transformer ce musée en musée de parfum. Et progressivement, petit à petit, chaque salle, et dans chaque salle, on a fait un thème que vous avez vu, et au final, on s'est retrouvé avec un musée du parfum qui porte, comment dirais-je, légitimement son nom, parce qu'il est consacré pas seulement au parfum marocain, mais il y a une ouverture sur la parfumerie internationale. Vous avez vu, c'est ici que vous pouvez voir des flacons de parfums fabriqués par de grandes maisons de verrerie et de grandes maisons de parfumerie internationale depuis le XVIIe siècle à nos jours. Voilà. Mon but est de faire de la médiation, tout simplement dire au public ce qui existe et raconter l'histoire de ce qui existe. Voilà. Et c'est vrai que je ne me suis pas posé la question. J'ai essayé de faire ce que je devrais faire. J'avais un lieu, j'avais un peu de savoir-faire, j'avais les objets, j'avais les moyens, et il fallait le faire. Voilà, c'est juste. Je ne veux pas dire que c'est un devoir, non, c'est vraiment tout simplement répondre à un besoin, parce que le public, quand il vient, il veut savoir, il s'intéresse, et nous avons un patrimoine qui n'est pas valorisé et que j'essaye de valoriser par ce moyen-là. Mais tout ça est arrivé progressivement, c'est-à-dire que la prise de conscience, l'entrée en action, vient progressivement. C'est-à-dire qu'il faut travailler toujours dans le temps long. Voilà. Quand on veut faire des choses très rapidement, parfois on passe à côté. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on améliore, chaque année, on améliore le musée avec de nouvelles acquisitions, de nouvelles expositions, etc. À l'origine, le parfum n'avait qu'une vocation du sacré. Son utilisation était d'abord sacrée. Pourquoi ? Parce que l'homme premier a découvert un jour, dans une plante, en voulant cuire un gigot, et il a brûlé du bois, et de ce bois s'est dégagé un parfum. Parce que dans le bois, il y a de la résine, et c'est cette résine qui se transforme en parfum. Tous les encens ne sont que des résines qui circulent dans la plante, qui sèchent, et une fois brûlés, ils dégagent leur parfum. Parfois, le bois lui-même est capable de dégager le parfum, parce qu'il contient toujours un peu de résine. Prenez le bois de cèdre, prenez le oud, le fameux oud que tout le monde utilise, et il y a du parfum. Donc c'est une découverte accidentelle. Et
l'homme premier a constaté que ces odeurs, ils ont un bon effet sur lui. Et très vite, la mystique, le spirituel s'est mis en place. Et les premiers hommes qui vénéraient des dieux leur offraient des oblations, c'est-à-dire des sacrifices. Il y avait les sacrifices animaux, mais il y avait un sacrifice que préféraient les dieux plus à tout, c'était les parfums. Et donc on a commencé à faire des autels et brûler des encens, espérant que nos prières, que nos vœux soient prises par les fumées et comme un ascenseur, il les faisait monter aux divinités. Donc le parfum, sa première mission, d'abord était dans l'ordre du sacré. Ensuite, on a découvert que ces parfums qui changeaient l'humeur un peu des gens, qu'ils pouvaient aussi mettre un peu d'encens sur une blessure et la blessure cicatrisée, qu'ils avaient des vertus médicinales. C'est plus tard que le parfum, surtout chez les Égyptiens, qui ont commencé à prendre des bains avec des parfums, à se parfumer, parce que les Égyptiens, ils ont découvert la momification et les encens, par exemple. Beaucoup de parfums entraient dans la composition des produits de préparation des momies, pour préparer le corps et l'âme au dernier voyage. Voyez. Donc le sacré était toujours là, le médical aussi, et c'est beaucoup plus tard que le côté hédonique, le côté plaisir des parfums, c'est les Égyptiennes, les premières femmes qui ont mis... À l'époque, les parfums étaient solides, il n'y avait pas de parfums liquides. Donc ils mettaient les parfums dans des graisses, végétales ou animales, et ils mettaient ça sur la tête. Il faisait très chaud en Égypte, la graisse fondait et le parfum, et on sent quand la princesse passe, son parfum, et le sillage de son parfum restait derrière elle. Et petit à petit, on a changé la graisse, parce que c'est pas très, très joli, par des huiles végétales. Et c'est grâce aux Arabes qui ont découvert la double distillation, qu'on a découvert l'alcool, d'ailleurs le mot alcool est un mot d'origine arabe, et qu'on a commencé à mettre les huiles de parfum dans l'alcool. Et c'est comme ça que les premières eaux de toilette sont apparues et que le parfum, petit à petit, il a descendu du ciel vers les hommes. Et donc c'est pour ça que j'ai appelé ce livre le livre du parfum, du sacré au profane. Et aujourd'hui, il y a l'utilisation profane des parfums. C'est ce que font tout le monde le matin avant d'aller au travail. Les gens s'aspergent du parfum. C'est un usage profane, mais c'est toujours un geste sacré. C'est toujours un geste qui rappelle les origines du parfum. Et on ne peut pas parler de parfum et on ne peut pas se parfumer sans vivre un instant très spirituel quand on fait un parfum. C'est un moment où on doit le choisir, on doit le... Voilà. Et donc la spiritualité, le sacré en matière du parfum continue malgré l'industrie, malgré les publicités, malgré tout ce qu'on veut. Le parfum a gardé son caractère sacré. Alors c'est une question très difficile parce que limiter le parfum, lui donner, comment dirais-je, s'acharner absolument pour que le parfum soit marocain, je pense que c'est une erreur. C'est comme jouer au foot. Quand on joue le foot, il n'y a pas de foot marocain, il y a le foot. Dans ce cas, il faut faire des soliflores. Qu'est-ce que c'est qu'un soliflore ? Vous avez des bouquets, vous avez l'habitude de voir des bouquets avec plusieurs fleurs. Quand vous mettez un vase et vous mettez une seule fleur, on appelle ça un soliflore. Donc c'est une fleur solitaire dans un vase. Et en matière de parfum, il y a les parfums qui sont composés comme des bouquets floraux, avec plusieurs fragrances qui peuvent être marocains et non marocaines. Ou bien, on peut faire des parfums avec une seule note, c'est-à-dire un seul parfum. Et on peut faire des parfums dans ce cas qui auront une note marocaine. Par exemple, je l'ai fait, ça existe,
la fleur d'oranger. Bon, c'est une fleur d'oranger marocaine. C'est-à-dire qu'on peut sentir même dans la fleur le climat marocain, parce que c'est une fleur qui est à la fois très chaude, très sucrée et très douce. J'ai fait aussi Sa Majesté la Rose, et Sa Majesté la Rose est un parfum à base de la rose marocaine, mais un peu édulcoré pour que ça passe. Parce que la rose, quand il la distille ici, de façon traditionnelle, il y a le sépale, c'est-à-dire de la chlorophylle qui passe dans la rose et qui peut donner un aspect un peu âpre. Et donc, le parfumeur, il a les moyens, le savoir-faire et la technique pour arrondir un peu la rose, tout en restant une rose marocaine, l'embellir, la sublimer. Voilà. Le travail du parfumeur, c'est de prendre la matière première marocaine et la sublimer. Comme si vous prenez une peau de vache marocaine et vous la sublimez et vous en faites un sac de luxe. C'est ça le travail du parfumeur. C'est partir d'une matière organique, se fixer un objectif qui est le beau, qui est le beau, le sublime, et tout son travail consiste à sublimer cette matière première, tout simplement. C'est comme un bijoutier qui va prendre un lingot d'argent ou d'or, il va utiliser toutes les techniques, des acides, le feu, etc. Mais ça, personne ne le verra. On ne verra que la bague sur le doigt de madame. Et cette bague doit être belle et qu'il ait une âme. Donc il faut lui donner pas seulement une forme, mais essayer d'injecter son âme dans ce qu'on crée. C'est ça le travail du parfumeur. Tout le temps, c'est le défi. Il ne suffit pas que ça devienne clinquant et brillant. Non, il faut que ça ait du sens et qu'on sent. Et donc, dans le produit marocain, il faut qu'il y ait à la fois la matière première et le cœur du Maroc à l'intérieur. Et ça, c'est le travail d'artiste. Et que chaque artiste doit faire pour à la fois honorer les matières premières qui sont nobles et honorer le produit final qui doit être beau, qui doit avoir du sens et surtout être singulier. Alors, ça fait presque une quinzaine d'années qu'on a créé une fondation familiale. Et la fondation Ben Chaban, il a pour objectif tout simplement de contribuer à la sauvegarde du patrimoine marocain, qu'il soit architectural ou en matière de jardin et en matière de parfum. Ça, c'est le but. Alors, pour sauvegarder quelque chose, il faut que les gens aient accès, qu'ils le savent. Donc il y a tout un travail pédagogique qui est fait par la publication de livres, par l'organisation d'expositions, et sensibiliser les générations futures. Parce que nous avons reçu un héritage de nos parents, des générations passées. Nous laisserons, qu'on le veuille ou pas, un héritage aux générations suivantes, mais il faut préparer les générations suivantes. Nos parents nous ont préparés à respecter tout ce qui est marocain, à ne pas jeter un tapis, essayer de le recycler, en faire autre chose, etc. Et donc, le travail de la Fondation, c'est un travail de sensibilisation à l'éveil artistique, c'est-à-dire qu'il nous arrive de travailler avec des enfants et de leur montrer le patrimoine artistique marocain, enfin olfactif marocain, et les intéresser pour qu'ils aient cette fierté de dire nous aussi, nous avons des parfums. Parce que dans l'imaginaire collectif, les parfums, c'est la capitale française, par exemple, pour beaucoup. Mais cette capitale française n'utilise que le produit marocain, que le Marocain, pour l'instant, n'utilise pas. Alors moi, je me suis aventuré dans cette affaire. Et comme dans ma vie, je ne veux pas faire que de business, vous savez que les fondations travaillent dans un but non lucratif. Ce n'est pas l'argent, au contraire, on dépense de l'argent, on donne de l'argent nous-mêmes à notre fondation pour que nos fondations puissent faire ce travail de vulgarisation, ce travail de sauvegarde, ce travail de médiation et ce travail aussi de défense de la culture marocaine.